Bonjour à tous, on est de nouveau réunis tous les quatre en compagnie de Gabriel Ponteljoux, Boris Delagne et Vincent Daéron pour débattre cette fois du meilleur jeune de Jeep Elite de la saison 2019-2020. Salut les gars. Salut. Hello. Salut, salut. Donc voilà, on vous a aussi demandé sur Bibasket votre avis et à 45%, vous avez élu Théo Malédon de Lasvel, meilleur jeune pour cette saison. Donc pour commencer la parole au chef, Gabriel, c'est aussi ce que tu aurais voté, Théo Malédon, meilleur jeune de la saison de Jeep Elite? Alors, je pense que c'est le joueur le plus responsabilisé parmi les joueurs qui sont encore en âge de l'être. C'est un joueur majeur de l'une des trois meilleures équipes du championnat. Les gens ont un petit peu à l'esprit le fait qu'il était transcendant parce que c'était aussi la nouveauté la saison passée, qu'il avait fait quelques cartons. Aussi, les responsabilités étaient différentes la saison passée à l'ASL. Ils avaient un groupe qui était beaucoup moins large. Voilà, sur les lignes arrière, il y avait Lee, il y avait Mantasca Métis, il y avait Altis Walter. Mais là, ils sont quatre meneurs de jeu. Voilà. Ensuite, Théo Malédon, il arrive avec un problème à l'épaule cette saison. Il s'est fait mal en préparation en Chine, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il n'était pas prêt. Il a pris un choc contre Cholet en début de saison, donc il a eu encore un souci à l'épaule. Donc il n'était pas forcément il a commencé la saison un petit peu difficilement, mais on a vu sur toute la saison, et là je veux parler de Relique y compris, qu'il a quand même step up défensivement notamment, parce que parfois il peut avoir certaines difficultés. Et puis il a vraiment il a perdu de l'adresse de manière générale, mais il avait par contre retrouvé en Euroleague, donc je pense qu'il était en train de monter en puissance. J'aurais été justement intéressé vraiment pour juger son développement, de le voir sur des playoffs, parce qu'on se souvient que la finale contre Monaco la saison. Alors autant il avait fait une très bonne saison régulière, autant on l'avait pas trop vu sur la finale des playoffs contre Monaco. Et là, je pense que ça aurait été le contraire. Il n'avait pas forcément fait une saison régulière folle par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre de lui. Mais je pense que sur la fin de saison et notamment sur les playoffs, ça aurait été vraiment bien de voir s'il était justement dans un autre statut à ce moment-là. Et justement, un des fidèles lecteurs de bibasket.fr, Oscar, disait: J'ai l'impression que certains oublient que Malédon est un 2001. Tu partages cet avis, Boris? Oui, effectivement, il y a plus l'atout de la nouveauté, qui a été, on en parlera juste après, plutôt du côté de Mathieu Strazel cette année. Il est attendu, il est scouté différemment, même si certains ont tendance effectivement à l'oublier. Et tout ça, ça rentre aussi en compte dans la manière dont il est défendu. Clairement, il fait une saison, que ce soit en termes de leadership, d'implication, de chiffres, bien supérieure à tous ses concurrents. Donc, pour moi, c'est même si sa saison est légèrement décevante, c'est clairement le meilleur jeune du championnat. Après, moi, j'ai quand même encore quelques doutes sur l'aspect défensif, hein, sur le close-out, sur les déplacements latéraux. Il y a encore des réserves de mon côté, mais il a montré à l'inverse plus de caractère que par le passé, par moment. Toujours un bon playmaker, mais un poil plus d'agressivité vers le cercle. Des signes assez intéressants en termes de maturité, de caractère, notamment dans l'optique de la NBA. Sur l'aspect défensif, il y a du mieux, mais je pense qu'il y a encore quand même beaucoup, beaucoup de travail. Vincent, tu aurais aussi mis Théo Malédon pour le titre de meilleur jeune de la saison? Ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute, pour revenir sur ce que disait Oscar, notre fidèle lecteur, c'est vrai que cette année, on élit les jeunes nés en 2000 et après. Théo Malédon a déjà gagné l'année dernière. Cette année, pour moi, ça fait pas de doute et il pourrait encore éventuellement le gagner l'année prochaine s'il devait rester en Jeep Elite. Donc tout ça pour montrer que oui, en effet, il est encore jeune. Il est né en 2001 et pour moi, il gagne parce qu'intrinsèquement, c'est le meilleur. Parce que même si, on va en parler après, Boris l'a déjà rapidement évoqué, Mathieu Strazel s'est montré un petit peu. Théo Malon, c'est tout simplement le seul qui a un vrai rôle, le seul qui est responsabilisé comme un joueur lambda, j'ai envie de dire. Le seul qui déjà joue plus de 10 minutes en moyenne. Il joue 16 minutes en moyenne, il me semble. Après, c'est à l'ASVEL, donc on sait que
En plus, il y a un turnover qui est assez important. Il n'y a aucun joueur qui joue quasiment plus de 65 minutes. Enfin, voilà, le coaching à la Zvezdan Mitrovic. Donc rien que pour ça, c'est pour moi le meilleur joueur. Et même s'il a eu une saison un petit peu décevante, et je pense que c'est ce qui contraste un petit peu nos, nos impressions, notamment les impressions certainement des lecteurs aussi, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont commenté Mathieu Strasel. Pour moi, c'est Théo Malédon et ça fait absolument aucune contestation. Donc voilà, c'est ça. Si Théo Malédon est un petit peu déçu, au contraire, il y en a un qui a vraiment impressionné, c'est Mathieu Strasel. Voilà, qui s'est vraiment, vraiment imposé. Il commence sa première rentrée avec les pros, c'était fin octobre contre Vitoria en Euroleague. Il surprend tout le monde. Voilà, il a vraiment, c'est un joueur de caractère, à l'instinct. Et voilà, et je pense que s'il y avait un titre de rookie de l'année, ça serait incontestablement Mathieu Strasel, parce qu'il a fait forte impression quand même. Il est passé à certains moments devant Antoine Dio, tout ça. Donc, c'est quand même pas rien. Et voilà. Oui, bah après, Mathieu Strazel, c'est un peu c'est pas le même profil que Théo Malédon. Donc, Théo Malédon, il est connu depuis qu'il est tout petit. Il a toujours été surclassé. Quand il arrive à l'Asvel, on savait déjà qu'il était un crack. Il jouait quand même beaucoup en National 1 sur son année U16. Mathieu Strazel, à côté, certains en U15 ne voyaient pas du tout capacité de se frayer un chemin quasiment au niveau professionnel. Donc voilà, pour pas mal de choses, notamment l'aspect physique. Et puis finalement, et on voit qu'en étant U18, il arrive à être efficace. Voilà. Après, Mathieu Stradel, c'est vraiment un impact player, c'est-à-dire que alors bon, il défend, il met de l'intensité défensive, très haut, etc. Il a une grosse activité. Pour l'instant, il est plus utilisé. Il rentre, il peut apporter ses coups de folie, son tir, etc. Il fait des choses très bien, mais bon, il peut aussi vite disparaître dans notre contexte. Voilà. Et comme c'est à Lasvel, il y a beaucoup de monde, des fois on a tendance à l'oublier. Et comme il joue beaucoup aussi, on a tendance à se dire c'est régulier. Parce que s'ils vont faire 5 matchs sur 2 semaines, il en fait 2 de bons, on va se dire putain, il est là tout le temps. Sauf qu'il y a 3 autres matchs aussi. Voilà. Ce qui est normal, il ne faut pas du tout dire que pour l'instant il n'est pas régulier et qu'il doit progresser. Évidemment, c'est évident, c'est un U18. Donc il y a 5 ou 6 ans, on ne se posait pas la question avec des joueurs aussi jeunes. Mais ça contraste, comme disait Gabriel, c'est vrai qu'il contraste vraiment avec Théo Malédon, même dans son caractère. Alors, même si Théo Malédon n'a pas peur sur le terrain, il n'a jamais eu peur, parce que comme disait Gab, il jouait en N1 à 16 ans. Il est super jeune encore pour ce qu'il fait. Il a commencé en pro très très tôt. Mathieu Strasel, c'est vraiment dans ses responsabilités sur le terrain, il a peur de rien. Il prend des shoots sur des shoots que par exemple Théo Malédon ne prenait pas il y a 1 ou 2 ans. Et voilà, je pense sur des shoots en sortie de pique, des fois 1 mètre derrière la ligne, à 3 points, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un joueur, on a parlé un petit peu, on pourrait, je crois que c'est toi Théo qui avait dit ça sur la conversation, qu'on pourrait rapprocher d'Edwin Jackson sur un côté. C'est moi qui disais ça, je crois, sur le caractère. Excuse-moi. Voilà, voilà, ouais, il a confiance en lui, il a peur de rien. Voilà, il a une grosse confiance en lui et du coup, ça lui fait prendre des shoots. Et voilà, quand on a confiance, on rentre les shoots. Alors, c'est vrai que ça a fait sensation sur certains matchs et c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Hein. Il va continuer et il a la chance aussi et surtout d'être tombé à l'ASVEL avec Zvezdan Mitrovic qui pour lui, il n'y a pas de statut, américain ou pas, français ou pas, jeune ou pas, tu peux jouer si tu fais ce qu'il faut. Et tu peux prendre des grosses soufflantes si tu ne fais pas ce qu'il faut aussi. Après, ça n'engage que moi, mais je pense que pour le coup, le plafond de Mathieu Strasel est beaucoup plus bas que celui de Théo Malédon. Rien que d'un point de vue physique, à moins qu'il ait une poussée de croissance importante, il aura des limites que n'a pas Théo Malédon. Et en termes de playmaking, etc., j'y vois aussi certaines limites. Ce sera sûrement un très bon joueur. Je pense simplement qu'une fois l'effet de surprise et la nouveauté passée, il lui faudra peut-être un peu plus de temps pour confirmer justement sur de la régularité que son aîné qui arrive avec un bagage plus complet, plus solide et plus de potentiel du coup. Oui, le plus dur commence maintenant pour Mathieu Stradal. Ça va être l'année de la confirmation, peut-être avec un rôle un petit peu plus
élargir éventuellement, ou en tout cas quelques minutes de plus et plus régulièrement, c'est vrai que ça va être là le plus important. C'est un 2002 hein, pour bien rappeler pour nous. Oui, voilà. C'est le seul 2002 qui est responsabilisé cette saison. Il est responsabilisé aussi chez une équipe du top 3. Il y a aussi son dernier match contre Monaco. Hein. Ils ont battu Monaco pour revenir. Je crois qu'il a été meilleur marqueur de l'ASVEL sur ce match. Donc, il était quand même opposé à une paire arrière, enfin une ligne arrière de Monaco qui est exceptionnelle. Donc, c'est quand même solide. Maintenant, c'est vrai qu'il va se retrouver dans le cas de figure où normalement Théo Malédon est censé évoluer en NBA la saison prochaine. Il sera un petit peu la seule figure du projet jeune à l'instant T, à moins qu'il y ait des recrues très jeunes à l'ASVEL ou que d'un coup, il décide de responsabiliser un Kimani Nsou, un jeune qui, je pense qu'il n'y en a pas, hein, qui va être capable de vraiment rentrer en rotation pro la saison prochaine. Mais bon, peut-être, on ne sait jamais, ils nous ont pas mal surpris ces dernières années. Donc, il va se retrouver avec cette étiquette-là. Et c'est là que, effectivement, le plus dur va commencer. À voir, à suivre. C'est intéressant. En fait, je pense que ce qui va être difficile pour lui, c'est de sortir effectivement de ce costume de Factor X à qui on donne des minutes quand ça va bien et à qui, si ça va pas, on lui pardonne du fait de son statut, de son âge, on le sort simplement et c'est pas un gros problème pour devenir un joueur à part entière de la rotation sur 90-95% des matchs avec effectivement une régularité et un plancher plus important et des attentes minimum aussi plus importantes. On ne les laissera plus passer potentiellement 2 ou 3 pertes de balles en l'espace de 5 minutes, ce genre de choses où voilà, il faut qu'il devienne un joueur professionnel de la rotation à part entière et plus juste la jeune surprise qui arrive dans le costume de détonateur de temps en temps, un match sur 2 ou sur 3, comme tu disais, Gabriel. Après, ouais, voilà, je suis globalement d'accord avec vous, mais voilà, surtout Mathieu Stradal, un petit peu son histoire, ça a toujours été de prouver. Quand il était à Marne-la-Vallée, prouver, quand il est arrivé à Lasvel en U18, on lui dit si tu es bon, tu joueras en espoir. Après, c'est pareil, quand il est en espoir, si tu es bon en espoir, tu joueras en pro, tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Mathieu Stradal, il a toujours prouvé qu'il a ça. Donc, je pense qu'encore que l'année prochaine, les années à venir, maintenant, il a pris la place. C'est ça. Voilà, Donc, oui, ici, il a été bon parce qu'il a été bon sur ce registre-là où il était en avance par rapport à ce qu'on pouvait dire. Il y a genre de discours qui est toujours classique, c'est-à-dire de dire voilà, comme tu disais Boris, on imagine qu'il a un plafond potentiel qui est moins élevé que celui de Théo Malédon. Ça nourrit certains joueurs. Il y a des joueurs qui s'en nourrissent, hein, typiquement Rudy Gobert, etc. Donc à voir maintenant qu'il est installé. Est-ce qu'il va réussir? Moi, je pense que oui, mais c'est possible que ça ne soit pas linéaire. C'est ça. C'est jamais linéaire. C'est possible que l'année prochaine, il ne fasse pas une meilleure saison, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas progresser. Voilà, on se rappelle de joueurs, par exemple, où on disait qu'ils sont très bons, très jeunes, type Andrew Albissi. Alors, Andrew Albissi, il a été très bon, très jeune, très impactant. Puis, on s'est dit, finalement, il s'installe comme un bon joueur de Pro A, mais pas plus. Et puis, finalement, il a reprogressé en changeant de contexte. Et puis aujourd'hui, on était tous vraiment satisfaits, on va dire, de ses performances en équipe de France. Donc, c'est pas forcément linéaire. Voilà. Après, avoir aussi avec la concurrence qu'il y aura par rapport à la jeunesse, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont expatriés. Sur ce trophée individuel, les Sekou Doumbouya ont encore été en âge d'être candidat. NBA, Joël Aïe est très bon à Gonzaga. Ensuite, il y a Malcolm Casalon qui s'expatrie en Belgique et en Serbie. Et évidemment, Kylian Hayes, qui aurait sans doute pu être favori parce qu'il aurait une rotation. S'il était rentré en France, resté en France comme en étant à Cholet ou à Nanterre ou même à Limoges, il aurait eu beaucoup de responsabilités, des grosses statistiques. Et il aurait été numéro 1 sans doute pour ce trophée, quoi. Après, voilà, on aurait pu aussi citer Hugo Benitez, qui a recueilli 15% des votes des lecteurs de Bibasket. Boris, t'en penses quoi d'Hugo Benitez? Hugo Benitez, je l'ai vu jouer pas mal de fois en sport, en vrai, en physique, quoi. Forcément, parce que c'est télévisé, je dis des bêtises. Et du coup, moi, c'est un joueur qui m'a toujours plu. C'est un peu la première fois que je l'ai vu jouer, j'avais un peu l'impression que c'était un clinique au poste de
de meneur de jeu, très académique, qui sait faire un petit peu tout, avec un petit déficit athlétique, mais qui est compréhensible, un QI basket très très élevé. Voilà, à mon sens, ça peut être un joueur qui s'installe comme un bon meneur français de Deep Elite à terme. Encore une fois, un peu comme ce qu'on disait avec Strazol, va falloir lui laisser du temps et pas forcément attendre que dès l'an prochain, ce soit le deuxième meneur de Bourg-en-Bresse à 15 minutes de moyenne. Va falloir être patient et se dire que sur les 2-3 prochaines saisons, on lui laisse faire son chemin avec un parcours qui sera plus ou moins régulier. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, compréhension, lecture, il a le matériel pour, en France ou en Europe, être un beau joueur, en tout cas. Mais sur le long terme, quand on voit un Jean-Baptiste Maille, par exemple, qui n'est pas dans le même profil, hein, qui est un joueur ultra ténu, intense, qui comprend aussi très bien le basket, mais ce n'est pas exactement le même profil. Il est passé par des espoirs, il a été très bon en espoir. Ensuite, il est descendu en Pro B, puis en Pro B, il n'était pas trop responsabilisé. Il est encore plus bas, puis il est remonté aujourd'hui. Il signe à 26 ans, finalement, dans un gros club de Jeep Elite. Je pense que quand on voit des profils comme ça, on va se dire qu'il y aura vraiment beaucoup de joueurs d'ici de cette génération 2001, qui est exceptionnelle. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui vont peut-être passer dans des registres comme ça. Ils vont descendre en Pro B, peut-être même plus bas, et remonter. Et on aura vraiment beaucoup de joueurs qui seront susceptibles d'être des bons joueurs. On aura Hugo Benitez, étant donné sa culture, son cul de basket, ses qualités techniques, son intelligence tout court pour tout. C'est un gamin qui est très, très intelligent. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il fasse carrière. Et comme l'a dit Boris, il ne faut peut-être pas s'attendre que d'ici 20 ans, il y ait une énorme explosion. En plus, ça ne sera jamais un joueur qui va avoir des statistiques exceptionnelles, je pense. Et il a un petit frère aussi qui est très intéressant en 2003, Léon Benitez. Ah oui, bon là, si on descend plus bas et qu'on fait le sujet sur les jeunes, on peut, hein, les trois Benitez sont bons. C'est la famille Benitez qui s'occupe du club de Toulouse, qui est un club très intéressant à la formation des joueurs à l'Espagnol. Ils ont fait un énorme boulot et Hugo et Ilian ont des profils différents. Ilian est beaucoup plus scoreur. Ouais, je voulais rajouter. Juste, si on reste sur. Vas-y. J'avais un joueur à rajouter que j'ai découvert à la Leaders Cup, Melvin Panzar de Monaco, qui a quasiment pas joué en Jeep Elite, hein, il a joué que 5 matchs et je trouvais qu'il a vraiment pas mal apporté sur les quelques minutes. Enfin, il a eu beaucoup de minutes de la Leaders Cup, je crois, il joue 32 minutes sur les deux matchs. Et je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir un peu plus fait jouer, de ne pas l'avoir un peu plus montré en Jeep Elite. Parce qu'il est bossement. Et Monaco avait le maximum d'étrangers. Et là, justement, il a eu une fenêtre au moment où qui sait qui était blessé à Monaco sur cette période. Il y avait un joueur qui manquait à Monaco et donc il a pu avoir des responsabilités étant donné que la rotation de Monaco était réduite puisqu'il n'avait pas encore Profemir Kikanovic notamment. Il a profité de ce temps-là, mais c'est un joueur qui autrement, avec un statut de JFL, aurait été dans une rotation sans souci. Est-ce que c'est un Suédois qui vient du Real Madrid, du centre de formation du Real Madrid. Mais voilà, c'est un petit regret de ma part de ne pas l'avoir pu voir un petit peu plus. Je voulais juste compléter un point sur Hugo Benitez. Je voulais en profiter pour saluer le travail qui est fait au niveau de la formation à la JL Bourg, justement, parce que je trouve qu'il est remarquable et le gros du travail avait été fait par Jean-Luc Tissot et Pierre Murtin par le passé qui se sont retirés. Mais là où il est remarquable, c'est que pour ceux qui ont eu la chance de voir jouer l'équipe de Bourg-en-Bresse, un espoir, à l'inverse de beaucoup d'équipes qui ont un ou deux très gros potentiels qui portent l'équipe, ou à Cholet qui a un effectif très large, l'équipe de la JL Bourg n'a pas forcément énormément de profils qui, à terme, sont destinés à jouer en Jeep Elite. Mais à l'inverse, ils forment 10 vrais basketteurs dans lesquels, je pense, et j'ai eu les discussions avec un de nos confrères, Benjamin Bonneau, qui me dit souvent ça. Dans les espoirs de la JL, je pense que quasiment tous les joueurs, à terme, peuvent jouer entre la N2 et la Jeep Elite, pour le coup. Parce que tous sont des vrais basketteurs formés, terminés. Et il y a beaucoup de il y en a un d'ici, là. Il y en a un d'ici de Saint-Gély Basketball. Hein. On surveille particulièrement. Maxime Ivoski. Mais il joue surtout avec les 18 et il est rentré petit à petit avec les espoirs.
Parce qu'entre Mbaye Ndiaye, Théoré, même à l'intérieur, un Thomas Van Nussem, etc., c'est pas forcément des joueurs qui, à terme, vont jouer en Deep Elite, mais ce sera tous des vrais bons joueurs basket qui alimenteront nos divisions nationales, quoi. Donc, vraiment un vrai travail complet et pas juste l'idée de sortir un ou deux prospects pour l'équipe première, voire pour essayer d'aller chercher un buyout derrière. Et ce qui est intéressant avec Hugo Benitez, c'est que c'est vraiment le premier, on va dire, qui intègre vraiment le secteur professionnel. Et c'est bien aussi de voir que Slavko Vucevic, capable de s'appuyer sur le centre de formation, il est souvent considéré comme un coach qui n'est pas forcément prédisposé à faire ça avec les jeunes. Et puis on peut voir que même à un âge très avancé dans sa carrière, il peut changer son fusil d'épaule, puisqu'il nous a même surpris en titularisant Hugo Benitez à Levallois, même s'il y avait des absents, il a fait vite passer devant un Jermaine Wilson, par exemple. Donc, même si ça peut changer, à voir justement si il y a vraiment ce passage, ce qu'on appelle la dernière marche entre les espoirs et les pros, comment ça va se passer avec Bourg. Ils ont plein de joueurs, parce qu'il y en a vraiment qui vont pouvoir intégrer l'effectif professionnel directement ou en étant prêté ou en ayant un projet annexe avant. Et cette dernière marche, justement, on l'a vu, ça a été assez difficile pour Carlton Dimanche, qui était quand même MVP en titre du championnat espoir de la saison dernière, qui est arrivé à Cholet, je me souviens, qui a fait des bonnes prestations en amical, notamment contre Nantes à Montaigu. Voilà, il avait vraiment envie de jouer. Il a été responsabilisé par Herman Kunter, mais voilà, d'un coup, je crois, novembre, décembre, Kunter l'a enlevé du groupe professionnel, il ne jouait plus et il a été rebasculé en espoir. Et ça, je pense que ça lui a fait très, très, très mal au niveau du mental. Voilà, Carlton Dimanche, c'est un petit peu. C'est un mur, hein. Passer en pro. C'est pareil avec Mathieu Gauzin, on pourrait citer au Mans. Mathieu Gauzin qui est passé professionnel, qui devait être la rotation en poste 1, et puis finalement il y a Torin Green qui est arrivé dans la balance, qui a été conservé puisqu'il était pigiste de Brandon Taylor et ça s'est bien passé. Et il n'y avait plus de place pour Mathieu Gauzin entre Brandon Taylor, Torin Green et Antoine Eto'o capable de jouer au poste 1, ça fait beaucoup de monde. Donc à voir, mais bon, c'est pas linéaire, on l'a dit plutôt dans la vidéo, une progression. Et il peut en profiter, il peut rebondir, que ce soit en Pro B ou sur un autre effectif, et peut revenir au moment derrière ou pas. Donc voilà, c'est aussi l'apprentissage mentalement, c'est des choses qui sont difficiles à gérer et savoir si les joueurs sont capables de passer au-dessus de ça. Et pour en revenir à Carlton Dimanche, c'est pour le coup assez différent d'un Hugo Benitez où je pense qu'un Carlton Dimanche a un plafond bien plus élevé, mais est moins fini d'un point de vue basket, un basketteur moins façonné et à qui il reste beaucoup de choses à développer en post-formation, on va dire. Et effectivement, il lui faut le coach qui fasse ce travail-là et qui l'accompagne dans la post-formation sur les quelques années qui viennent. Mais en termes de potentiel, ça reste intéressant et c'est pas parce qu'il s'est pas imposé cette année, effectivement, qu'il faut se dire que c'est terminé pour lui et que ça va devenir un joueur pro B, quoi. On va le voir à Denain. Denain, ça va être l'équipe espoir l'équipe espoir de Cholet bientôt. Non, mais ça, c'est un challenge pour Cholet. On a grandi le challenge de Cholet, c'est qu'ils ont beaucoup. En fait, ils n'ont pas un effectif très large. Ils ont un effectif court, mais ils ont 6 ou 7 joueurs très forts. Ils tournent comme ça. 6 ou 7 joueurs qui peuvent jouer à LNB à la sortie d'espoir, c'est-à-dire en Pro B directement. Et pour l'instant, ils ne sont pas dans l'effectif. Ça fait des années qu'ils ne sont pas dans l'effectif professionnel parce qu'ils arrivent là. Ils sont des gros joueurs espoirs, par Kylian Hayes, qui est exceptionnel, mais ils n'arrivent pas, dans leurs années espoirs, à passer en pro. Ils vont ailleurs et on ne les voit pas derrière. On peut passer à derrière pour des joueurs comme ça. Après, on a vu Melvin Govindi quand même, mais bon, voilà, ça a été. Ouais, pareil. Bon, Melvin Govindi, c'est un parcours différent parce qu'il est à droite à gauche, mais là, ils ont cette génération avec les Quentin Ruel, Hugo Rubino, etc., où on va voir justement s'il y en a 5 ou 6, s'il y en a qui vont finir dans l'effectif professionnel, même en revenant de près. Voilà. Ou alors, finalement, ils vont faire une Bafessa Fofana, faire leurs années de formation à Cholet, faire une carrière dans les niveaux intermédiaires, devenir un bon joueur de niveau de Pro B, et puis devenir un role player à Cholet. Mais bon, faut voir si Cholet arrive à le faire. Après, peut-être avec Sylvain Delorme qui est assistant maintenant et les joueurs en espoir, ça peut être une bonne chose à suivre.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. On est tous d'accord pour attribuer ce trophée de meilleur jeune de la saison de JP Elite 2019-2020 à Théo Malédon. Mais a priori, ce sera pour la dernière année cette fois. Rookie, l'année prochaine. Ouais. Ouais, bon, c'est un peu audacieux, on verra. Le pauvre, il est raillé de manière assez peu sympathique par les fans américains qui le comparent à Frank Ntilikina. Et on sait que malheureusement, Frank n'est pas forcément super apprécié par les fans US qui ont tendance à pas mal le critiquer sur les réseaux sociaux. Et Malédon, du fait qu'il soit timide, etc., assez long, il est pas mal comparé de manière négative et ce sera une bonne occasion de leur donner tort. Ouais, à voir, c'est pas mal aussi une question de quel programme dans quel programme il va tomber. Parce qu'on a vu qu'avec Frank Ntilikina, c'était pas forcément l'idéal pour un joueur de son âge et de son profil d'être à New York. Donc, bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo à un moment donné. Yes. Ok. Donc merci tout le monde d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Bibasket et on vous dit à très vite. Salut. Allez, ciao, À bientôt. Ciao. Retrouvez les résumés de matchs et toutes les actualités sur bibasket.fr, le site numéro 1 sur le basket français.